nous recevons sur ce plateau Mohamed Mactar Cissé, ministre du Pétrole et des Énergies. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, Ibrahim. On va justement rester dans cette actualité, la hausse des prix des hydrocarbures, avant de venir sur ce qui vous a fait déplacer ce soir, la concertation qui s'ouvre demain sur le contenu local. Alors pourquoi une telle hausse, d'autant que l'on sait que Sénélec a une capacité de production qui n'a jamais été égalée depuis plusieurs années. Je vois que vous gardez les couleurs de cette entreprise. Dites-nous pourquoi une telle hausse au moment où on parle de pétrole et de gaz au Sénégal. Je vous remercie, Ibrahim, et permettez-moi de saluer les téléspectateurs sénégalais et étrangers qui nous suivent. Et le prix du baril, le ministre des Finances l'a rappelé tout à l'heure, est une contrainte du marché qui s'impose à tous les pays importateurs de pétrole, dont le Sénégal. À ce jour, nous avons d'importantes découvertes, comme vous le savez, mais nous sommes encore importateurs nets de produits pétroliers et notre économie, son fonctionnement dépend de cette énergie-là que nous importons pour la transformer en électricité ou pour les autres besoins. Et donc, le budget, c'est l'instrument de pilotage de la politique économique de l'État. Les ajustements sont nécessaires chaque fois que des chocs exogènes l'imposent ou bien des crises internes. Là, il s'agit d'un choc exogène que l'État a fait l'effort de contenir pendant de longues années parce que l'exercice de régulation tarifaire intervient sur le prix tous les mois. Vous ne le sentez pas, les Sénégalais ne le sentent pas parce qu'il n'y a pas eu de hausse. L'État a préféré contenir la hausse et subventionner les sociétés commerciales qui importent le combustible, dont la SAR, mais également prendre en charge la compensation de Sénélec pour éviter une hausse du prix de l'électricité. La dernière fois que l'État est intervenu sur les prix des hydrocarbures, c'était en 2016. Et là, le président de la République avait pris la décision historique de baisser de 100 francs le prix. Je rappelle qu'il était de 850 francs à l'époque sur le super et 798 francs sur le gasoil. Autre chose également, c'est que cette baisse n'est pas d'une ampleur générale, parce que sur les 14 produits pétroliers commercialisés au Sénégal, il y en a 14 dont le gaz butane, il n'y a que le super et le gasoil qui ont été impactés. Pour tous les autres produits, l'État continue à contenir la hausse malgré les variations sur le marché pour soulager les Sénégalais, parce que je crois qu'un des axes, ou l'axe même fondamental de la politique de l'État, de la vision du président de la République, c'est d'avoir une attention particulière pour les couches les plus vulnérables de notre société. Et c'est pour ça des produits comme le pétrole lampant, l'essence de pirogue ou le gaz butane, que nos bonnes dames utilisent beaucoup pour la cuisson, ne sont pas concernés par cette hausse des prix qui permet de faire des ajustements, de faire des réallocations de ressources, parce que c'est des ressources supplémentaires pour l'État. Ça permet également au secteur de souffler, parce que si on parle de prix et de régulation, de hausse ou de baisse, c'est parce qu'il n'y a pas de pénurie. Donc cet approvisionnement, cette sécurisation de l'approvisionnement de notre pays doit être garantie. La viabilité du secteur, elle est fondamentale. Il faut arbitrer entre les priorités. Cet arbitrage a été fait et cela permet de donner des marges budgétaires pour continuer à soutenir les politiques sociales de l'État. Parce que je rappelle, c'est important de le dire, à l'Assemblée nationale, le ministre l'a souligné, j'ai écouté tout à l'heure le président du groupe parlementaire également le dire, l'État du Sénégal est l'un des rares qui continue à donner des bourses et des aides à tous ses étudiants. L'un des rares au monde. C'est 67 milliards, dont les 7 milliards pour les bourses étrangères. Les bourses de sécurité familiale qui touchent les familles les plus vulnérables de notre pays, c'est encore 40 milliards de francs CFA chaque année. La CMU a mobilisé sur les 5 dernières années à peu près 60 milliards de francs CFA pour permettre de prendre en charge également les couches les plus vulnérables. Sans compter maintenant les dépenses qui viennent un peu structurer, mais également dynamiser le tissu économique à travers l'injection de fonds très importante dans l'agriculture notamment, avec les objectifs d'autosuffisance alimentaire et tous les programmes agricoles que nous avons. Bref, une allocation de ressources est faite en début d'année, une réallocation est toujours possible, elle est souvent faite en milieu d'année, au cours de l'année en tout cas à travers une loi de finances rectificative. C'est ce qui vient de se passer, cela permet d'être dans la vérité avec les Sénégalais, de faire des réaménagements conjoncturels, mais il ne s'agit ni d'un changement de cap, encore moins d'un changement de politique, mais il s'agit tout simplement d'un réajustement tarifaire. Voilà. L'État n'est pas essoufflé à compenser pour Sénélec, on parle de 70 à 100 milliards.
Mais ça, c'est parce que tout simplement, l'État ne veut pas... Le président de la République, il faut le rappeler, a pris une décision unique dans l'histoire économique du Sénégal. Moi-même, j'ai été ébloui à l'époque. On est en décembre 2016. Il a voulu faire un cadeau aux Sénégalais, très important, parce qu'aucun syndicat ne le réclamait. La rue ne le demandait pas. Les clients de Sénélec ne réclamaient pas, parce qu'ils sortaient des émeutes de l'électricité. Ils ne les avaient pas encore oubliés en 2011 et ne voulaient que de la disponibilité de l'électricité. Mais comme le baril avait baissé, non seulement en 2016, au début, en avril, il a demandé de baisser le prix à la pompe de 100 francs. Il faut le rappeler, la dernière fois que l'État est intervenu sur les tarifs, c'était en 2016, c'était pour baisser de 100 francs. Et il a demandé qu'on procède à une baisse du prix de l'électricité de 10%. Donc ce qui est extrêmement important pour les populations sénégalaises de façon générale. Aujourd'hui, on va vers une hausse, mais c'est une transition que l'économie du Sénégal traverse. On sera obligé de parler de gaz et de pétrole parce que je suis invité à ce plateau pour cela. Et cette phase de transition, pour les 3 prochaines années qui nous conduiront au premier baril, doit être gérée dans la rigueur, dans le calme, dans la sérénité, pour nous permettre de tirer un meilleur profit de ces ressources importantes. Parce que ce qui est important, c'est de continuer à avoir le contrôle de notre destin. Et cela, c'est extrêmement important. Alors justement, vous êtes là pour cette concertation, la mise en œuvre de la loi sur le contenu local. C'est demain au CICAD. Alors quel est l'intérêt d'une telle rencontre pour le Sénégal ? Mais cet intérêt elle est primordial parce que le contenu local, c'est ce qui va, pour l'avenir, structurer la vie économique de ce pays et donc l'avenir de notre jeunesse et tout simplement l'avenir économique du Sénégal. Nous n'avons jamais eu de ressources aussi importantes. C'est la première fois que nous avons cette chance. Je disais que j'entendais souvent cette formule, le Sénégal est à la croisée des chemins. Je crois qu'elle n'a jamais été aussi vraie. C'est maintenant que nous sommes vraiment à la croisée des chemins parce qu'on est à la veille de décisions majeures. Et sur le plan réglementaire, légal et réglementaire, le président de la République a fait adopter tout un arsenal législatif et réglementaire pour encadrer dans la transparence de la Constitution au décret la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Et dans cet encadrement, vous avez une loi qui a été adoptée, la 4e de l'année, juste après le code pétrolier, qui est la 3e loi de l'année 2019, 1er février 2019. Ces deux lois ont été adoptées sur le contenu local. Contenu local pour servir de cadre à la promotion des ressources humaines qui devront intervenir dans la chaîne de valeur de la production du gaz et du pétrole. Le contenu local pour encadrer l'achat de biens et services nationaux. Le contenu local pour faire la promotion des entreprises de droit et de capitaux sénégalais. C'est important. Parce qu'une entreprise peut être de droit sénégalais et être détenue par des étrangers. Mais là, on s'adresse à un tissu de PME, de PMI, à redynamiser, à créer, à encourager qui seront des sociétés de droit sénégalais, mais avec des capitaux sénégalais, avec des nationaux, pour qu'ils puissent participer à cette chaîne de valeur à créer. Contenu local pour justement lancer un vaste programme d'industrialisation à partir des dérivés du pétrole et du gaz. Contenu local pour générer des dépenses sociales importantes en faveur des collectivités, de toutes les collectivités, en commençant peut-être par les plus vulnérables, dépenses de santé, dépenses dans l'éducation. Contenu local pour préserver l'utilisation durable de la ressource, parce que tout ce que je viens de vous dire est inscrit dans l'article 25 de la Constitution. À partir du moment où cet article déclare, et c'est un principe, c'est important, très peu de pays ont constitutionnalisé le droit de propriété sur la ressource. C'est le cas du Sénégal depuis 2016, grâce au président de la République Macky Sall. Et donc, à partir du moment où la ressource appartient au peuple, qu'il y a une obligation constitutionnelle de la gérer de façon transparente, dans le sens de ses intérêts, c'est la Constitution qui le dit, pour améliorer ses conditions de vie, les conditions de vie des populations, pour gérer la ressource de façon durable, parce qu'il y a un après-pétrole également auquel il faut penser. Il y a une vie après le pétrole, parce que l'exploitation du pétrole et du gaz, c'est sur 30 ans, les gisements les plus longs durent 50 ans, mais nom de Dieu, le Sénégal sera là après 50 ans. Et donc il faudra organiser tout cela. C'est pour ça que le président de la République a accepté de présider cet atelier national avec les principaux acteurs de toute cette chaîne-là et surtout le monde économique pour qu'on puisse discuter de cela, prendre tous les avis, avoir une démarche inclusive avant de prendre les décrets d'application
de cette loi. Alors les entreprises sénégalaises pourraient avoir des parts de marché et bénéficier de certains contrats exclusifs ou pas? Le président de la République a décidé et nous le ferons, parce que nous sommes là pour mettre en œuvre ce qu'il décide. Il nous a fixé un objectif de contenu local de 50% à l'horizon 2030. Ça peut paraître simple, mais c'est extrêmement difficile. Des pays plus importants que nous, beaucoup plus puissants que nous, comme l'Angleterre, quand ils ont découvert le pétrole dans la mer du Nord dans les années 70, ont commencé par 10-20% de contenu local jusqu'à arriver aujourd'hui à presque 100%. Nous avons l'ambition de démarrer petit, peut-être, ou moyen, mais en tout cas dès 2030. 2030, c'est demain. Dans la vie économique d'un pays, 11 ans, c'est très peu de temps. Nous devons être à 50% de contenu local sur toute la chaîne de valeur du gaz et du pétrole. Et donc, c'est des milliers d'emplois pour les Sénégalais, c'est des milliards d'impôts pour l'économie du Sénégal, c'est surtout un souffle nouveau pour notre économie, et c'est surtout cette part d'avenir pour la jeunesse du Sénégal qui représente l'écrasante majorité de la population, qui intéresse le président de la République et qui nous mobilise. Il faut que les compétences soient à la hauteur, justement, pour pouvoir gérer tout cela. C'est la base. Je disais, tout le monde est d'accord que la première ressource d'un pays, c'est les ressources humaines, avant même les ressources naturelles. Parce que si vous n'avez pas les bonnes ressources humaines, vous ne profiterez pas convenablement de ces ressources naturelles. L'une des toutes premières décisions dans la nouvelle économie gazière et pétrolière du Sénégal, c'est la création de l'Institut national du pétrole et du gaz. Mais cela ne suffit pas. Il y a d'autres efforts à faire parce qu'il n'y a pas que des ingénieurs à former, il y a des techniciens, il y a tous les petits métiers techniques ou non techniques de services et autres à former. Et donc, voilà, une large concertation est nécessaire dans la sérénité, avec des cœurs apaisés pour arriver à un résultat au bénéfice de l'ensemble de la collectivité nationale. Ce sera demain donc au CICAD. La dernière question, c'est l'actualité en cours. On parle de l'affaire Petro-Tim. Beaucoup de chiffres sont avancés ici et là. Quand savez-vous réellement? Est-ce qu'on peut dire que tout le monde doit garder le calme et voir venir avec les enquêtes menées par le procureur et les différentes déclarations par-ci et par-là? Sur cette question, beaucoup de choses ont été dites. Moi, j'ai écouté au moins une dizaine de fois ce qui a été dit. J'ai retenu 3 chiffres. Je n'ai pas entendu un 4e. 25 000 $, c'est un salaire. Il ne me mobilise pas. C'est 25 000 $, je parle de l'avenir du Sénégal et de milliards de dollars. Ils ont fait au salaire que Al-Sall recevait, justement. Et donc, 250 000 $. Un impôt qu'on aurait perdu, non? À partir du moment où c'est découvert, la prescription en matière fiscale court à partir de la découverte de l'infraction. Donc les services des impôts peuvent aller recouvrer ça demain, si c'est vrai. Un 3e chiffre qui est faux, 6 000 milliards qu'on n'aurait pas perdu. On ne peut pas perdre sur une ressource qu'on n'a pas encore commencé à exploiter. Et les parts du Sénégal sont définies dans le contrat qui est publié. C'est un acte qui est publié. Il est public. C'est une obligation à laquelle nous avons satisfait pour avoir la note, la première, la plus grande note possible, progrès satisfaisant avec l'ITIE en 2018, ce qui est un processus de validation extrêmement rigoureux. Et donc, tout est publié et les parts du Sénégal s'analysent en termes de pourcentage dans les contrats de partage de ressources que nous avons, de production que nous avons signés avec les opérateurs qui interviennent au Sénégal. La ressource appartient au peuple. Quand on aura fini quand nous allons commencer à l'exploiter, après déduction des charges induites par cette exploitation, l'État va recevoir sa part en impôts, mais va recevoir également sa part qui est celle du peuple sénégalais à qui appartient cette ressource. Sur le jugement de GTA que nous partageons avec la Mauritanie, où on ne fait pas beaucoup de bruit d'ailleurs, alors que c'est les mêmes contraintes, c'est le même jugement, c'est la même clé de répartition. On dit qu'il y a beaucoup plus de gaz que de pétrole. Soit dit en passant, plus de gaz que de pétrole sur cette partie-là. Nous ne serons pas à moins de 60% de revenus nets en termes à la fin de l'exploitation. C'est ce qui est prévu dans le contrat. Il nous appartient de surveiller la production, de surveiller les coûts, pour que les coûts qui seront déduits correspondent à la réalité, pour qu'on puisse sauvegarder ce net-là pour les populations du Sénégal, pour l'État du Sénégal, qui viendra s'ajouter aux impôts que l'État va percevoir pour justement alimenter le budget et continuer à développer le Sénégal.
et sur le jugement de SNE, Sangomar, qui est un peu large du Saloum, du Sine et du Saloum, où nous avons plus de pétrole que de gaz. C'est du gaz associé à du pétrole. Nous attendons 653 millions de barils. Cela ne fait pas de nous un émirat pétrolier, mais à la dimension de notre pays, ça permet de donner un souffle nouveau à notre économie. On n'est pas à moins de 55%. Ça dépend de la réalité économique, du modèle financier, du modèle d'exploitation arrêté, parce que l'investissement pour aller chercher le pétrole et le gaz, il est extrêmement coûteux. Dans les jugements du Nord, le Saint-Louis offshore profond, sur les 3 phases, c'est l'équivalent du PIB du Sénégal qui sera investi 15 milliards de dollars pour pouvoir extraire toute la ressource qui est attendue. Dans ce jugement de Sangomar, c'est 3 milliards de dollars qui seront nécessaires pour aller chercher la ressource. Eh bien, les compagnies, ce n'est pas la Croix-Rouge, ce n'est pas des philanthropes. Ils ont investi dans notre pays parce qu'ils nous font confiance, parce que notre cadre réglementaire le permet, parce que nous sommes un pays de droit, parce que tous les opérateurs économiques du monde, ils vous diront le risque judiciaire, le risque juridique, il n'est couvert par aucune organisation. Il n'a pas les conditions qui garantissent mon investissement, je n'investirai jamais. Quelles que puissent être les conditions qui me sont offertes. Et donc, si cela accepte d'investir autant au Sénégal, c'est parce qu'effectivement, nous avons le cadre qui le permet, c'est parce que nous sommes un État de droit, c'est parce que nous sommes un État de stabilité. Et cela, il faut le préserver pour nous permettre d'arriver à cette émergence tant espérée, surtout pour cette population très jeune du Sénégal qui constitue la majorité d'entre nous. On aimerait vous entendre beaucoup plus amplement sur ces questions-là. Sans doute que demain, ce sera l'occasion pour vous de clarifier encore énormément de choses et de mener une concertation autour justement de ce contenu local qui est très attendu, notamment par le secteur privé. Merci en tout cas, M. Mohamedou Makhtar Cissé, vous entendrez plus demain Monsieur le Président de la République. Je crois que sa voix apporte beaucoup plus que la mienne. Et il connaît le gaz et le pétrole beaucoup mieux que moi. C'est un homme de métier. C'est un homme de l'art. Demain matin, à suivre donc sur la RTS cette concertation sur le contenu local avec le président Macky Sall qui sera donc aussi cadre pour présider cette rencontre. Merci et sans doute vous allez faire un clin d'œil au Lion du Sénégal. Félicitations, avec la confiance retrouvée, tout est possible. Merci, Monsieur Cissé Mohamedou Makhtar, ministre du Pétrole et des Énergies.